politique béninois voit fleurir de nouveaux acteurs, une jeunesse débordante d'énergie, une jeunesse qui a soif du pouvoir, une jeunesse qui s'inscrit dans un processus d'affirmation d'une identité politique. Elle bouscule l'ordre établi et aux côtés donc de leurs aînés, elle sait que le pouvoir ne se donne pas, mais qu'il faut absolument se battre contre vents et marées pour l'arracher. Dans les médias et dans l'espace public, ils sont nombreux, ces jeunes qui suscitent la curiosité en prenant position sur certains sujets majeurs, le modèle de gouvernance, les politiques publiques implémentées à la tête donc de l'État. Mais à côté de ce jeu expressif des envies virevoltantes des jeunes en politique, un conflit doux, entretenu entre ruse et finesse, se cache entre la vieille garde ayant marqué la vie politique du Bénin depuis 1990 et la jeune génération. Difficile alors d'échapper au clash. La jeunesse entend assumer sa mission, les aînés appellent à la patience, la guerre entre générations est à la porte donc de l'espace politique. Mais dans tout ce flot, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. La République reste donc debout et veut quand même poursuivre sa marche vers le progrès. Mesdames et messieurs, ce soir, sur Boulevard des Opinions, nous parlerons essentiellement de l'engagement des jeunes en politique. Quel prototype de jeunes mérite la confiance de ses pairs? Quelles sont les modalités de transmission du pouvoir des aînés à la jeunesse? Et pour en parler ce soir, j'ai donc invité pour vous Constantin Amoussou. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes donc militant engagé du parti Union Sociale Libérale. Bien sûr. Gustave Depo-Sonon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël. Vous êtes ancien ministre d'État sous Boniaï, actuellement membre fondateur du parti Bloc Républicain. Bien sûr. Alors, Alphonse Moïse Soudé, un collègue de la rédaction de Soleil FM qui nous accompagne ce soir, bonsoir également à vous. Bonsoir à vous, Joël Tchogbe, bonsoir à nos invités. Alors, Gustave Depo-Sonon, qui doit-on appeler aujourd'hui jeune engagé en politique? Bon, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs également. Je salue mon ami Constantin que j'ai eu la chance d'avoir en face pour la première fois, je crois, dans les émissions. Et monsieur Alphonse Moïsoudé. Lui aussi, j'ai l'habitude de le suivre par voie interposée généralement. Par rapport à la jeunesse, c'est une question qui date depuis la création du monde. C'est vrai, la jeunesse est un état d'esprit qui symbolise la vigueur, le courage, la force, la détermination et l'ambition. Mais malheureusement, il manque un peu d'expérience. Il faut simplement un peu d'expérience pour pouvoir dire qu'on peut léguer la succession à la jeunesse. Ce qu'on nous généralement, vous savez, si on doit s'inspirer par exemple de notre tradition, moi je suis d'Abomey. À Abomey, lorsque le roi en vie sait que à sa mort, il faut une succession, il prépare la succession parmi ses 7 premiers garçons. C'est-à-dire, il commence par étudier les 7 premiers garçons. C'est autour de ces 7 premiers garçons qu'il arrive à identifier les caractéristiques dont je viens d'énumérer. Qui est-ce qui peut symboliser la force, la vigueur, le courage, la détermination pour pouvoir conduire après sa mort les destinées du royaume. Et c'est de cette façon que un prince est identifié et on commence par l'initier. C'est ce que je sais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Vous allez aussi remarquer que depuis l'indépendance également, avec les différents coups d'État, c'est toujours mené par les jeunes. Bon, mais ils finissent par remettre aux aînés pour dire, compte tenu de l'expérience, c'est vous qui allez nous accompagner. Ce que nous notons en ces derniers temps, c'est qu'on parle beaucoup plus de rajeunissement de la classe politique que de renouvellement de la classe politique. Moi, je suis beaucoup plus pour le mélange. Renouveler la classe politique et rajeunir également la classe politique parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut un apprentissage parce que c'est vrai que pour acquérir l'expérience, il faut traverser un certain nombre d'épreuves. Ce n'est pas forcément dans le temps, mais il faut vivre un certain nombre d'expériences. C'est malheureux que peut-être qu'on va voir par la suite
vous l'avez déjà dit dans votre introduction, que les jeunes sont pressés, les vieux demandent un peu de patience. Je l'ai dit tout à l'heure que la jeunesse symbolise la vigueur, l'ambition, le courage, la détermination, tout et tout, et que ce qui manque, c'est simplement l'expérience. Et cette expérience, il faut l'acquérir auprès des aînés. Nous notons que les jeunes sont exploités à des fins inavouées. C'est rare de voir deux adultes s'insulter publiquement. Mais vous voyez qu'on utilise les jeunes, on passe par ce canal, et puis ils insultent aisément des aînés. Ça ne leur dit pas grand-chose. Donc mon souhait, c'est que nous puissions, en parlant de renouvellement de la classe, de rajeunissement de la classe politique, on passe beaucoup plus de renouvellement en tenant compte d'un dosage donné. Il y a des jeunes qui sont petits d'expérience. Et vous allez constater que les jeunes qu'on a tenté d'essayer à des postes de responsabilité donnés, la plupart de ceux qui ont réussi, c'est des gens qui ont un grain de militantisme, qui ont été par le passé responsables d'amphi, responsables dans un établissement ou bien quelque part à l'université. Et vous sentez déjà cet apprentissage du militantisme. Et c'est de cette façon que ça marche. Alors, Constantin Amoussou, vous qui êtes engagé, dernièrement, nous vous avons quand même vu, vous avez fait une tournée dans toutes les communes, pratiquement, pour ne pas dire les départements du Bénin. Qu'est-ce qui motive ce regain d'activité de vous jeunes en politique actuellement? On parle également de soif de pouvoir. Merci. Bien, deux choses. D'abord, sur la tournée que j'ai effectuée, ce ne fut pas pratiquement dans toutes les communes ou les départements, mais ce fut dans toutes les communes et dans pratiquement tous les arrondissements. Mais pour être plus précis, c'est qu'il y a 546 arrondissements dans notre pays, et à défaut de les parcourir toutes, je me suis convaincu d'en faire 350 en 80 jours. Ça m'a été l'occasion d'échanger avec nos compatriotes de toutes les classes d'âge, au-delà des jeunes, de toutes les conditions sociales. Mais en particulier, je me suis intéressé aux jeunes. Et de là où vous parlez et de ce que vous appelez la soif du pouvoir des jeunes, je voudrais pouvoir rectifier et dire que ce que j'ai observé, ce que j'observe, ce n'est pas une soif du pouvoir, c'est la soif de servir, c'est la soif d'être utile. Vous savez, quand je finis d'accomplir ma mission, dira le psalmiste, je me sens inutile. Et la mission du serviteur inutile n'est pas que d'attendre le retour, n'est pas que d'attendre que lui soit tendu une perche quand il a fini de rendre service pour la République. Mais il reste que la République étant une continuité, étant un corps abstrait qui ne peut bouger que par le fait des acteurs qui agissent, qui interagissent, il se trouve que les jeunes disposent d'énergie, de beaucoup d'énergie, dont la République a besoin. Il se trouve que certains parmi eux ont de l'expérience parce qu'ils sont engagés depuis de longues années, ils travaillent à acquérir l'expérience au moins du militantisme, et ensuite pour certains, dans différents domaines, que ce soit dans les cercles économiques, dans les cercles sociaux et parfois dans les partis politiques, l'expérience de la gestion des affaires au sommet de l'État. Ce qu'ils ont de fin aujourd'hui n'est pas une fin de pouvoir, c'est enfin une fin de servir. C'est donc une fin pour la République. C'est une fin au service de la République. Cette fin est légitime au moins pour deux raisons. Laquelle? La première, parce que notre Constitution, celle de 1990, a dit et a insisté que chaque jeune béninois qui atteint l'âge de 40 ans devait pouvoir espérer, s'il le souhaitait, pouvoir devenir président de la République. La Constitution, en le disant, présuppose, c'est la philosophie, c'est l'esprit, présuppose qu'avant d'avoir atteint 40 ans, chaque jeune béninois, tel qu'elle entend, aura eu l'occasion d'avoir emmagasiné l'expérience qu'il faut, aura eu l'occasion d'avoir acquis le savoir-faire qu'il faut, aura eu l'occasion d'avoir eu le temps de militantisme qu'il faut, aura eu l'occasion d'avoir assumé des responsabilités intermédiaires qu'il faut pour aspirer en ce moment à la plus haute des responsabilités. Ce qu'elle sous-entend, c'est qu'avant d'avoir eu 40 ans, si vous êtes un militant politique, que vous avez eu l'occasion d'avoir été peut-être conseiller de village, peut-être délégué de votre village, peut-être conseiller communal, peut-être maire, peut-être chef d'arrondissement, peut-être l'un et l'autre à la fois, peut-être député, peut-être ministre, peut-être directeur général,
ou peut-être même que vous avez assuré des responsabilités qui ne sont pas politiques, mais qui sont de nature à vous mettre en situation de gestion tout à la fois des ressources humaines et des ressources financières. En conséquence de cela, quand une constitution attend de vous qu'à 40 ans, vous puissiez devenir le chef le plus élevé de la République, elle attend de vous qu'à 25 ans, vous soyez ministre, qu'à 25 ans, vous soyez député, qu'à 30 ans, vous ayez été directeur général, ministre, député, etc. Et tout. Elle attend de vous qu'avant d'avoir atteint 40 ans, vous avez eu 15 ans d'expérience dans la gestion des affaires. Mais on vous crédite, en tant que jeune, on vous crédite d'une certaine inexpérience, puisque quand vous parlez de 25 ans, et c'est là j'allais donc en venir, vous parlez de 25 ans, il faut être ministre. Alors, à 25 ans, est-ce que théoriquement, est-ce que le jeune de 25 ans a l'expérience qu'il faut? Parce que vous êtes également accusé d'être, encore une fois, je sens encore l'expression, d'être des assoiffés du pouvoir. Ouais, mais je vous dis deux choses. D'abord, sur l'âge auquel on peut faire bouger les choses. Si vous regardez, vous interrogez l'histoire du monde, je ne vais peut-être pas retourner dans la Bible et parler de l'âge auquel David a accédé au pouvoir. Mais je vais rester dans des faits, dans du factuel, dans l'histoire, disons dans l'histoire telle qu'elle est appréhendée au-delà du spirituel. Et rappeler que l'histoire du Japon a rebondi et a entamé une aide décisive dès l'instant qu'un empereur qui n'avait que 12 ans, après le règne de pouvoir, a réorienté la gestion de l'État. Et depuis, a créé le sentiment, la fierté, l'esprit de Bushido, le code d'honneur de Bushido, du samouraï au Japon. Et depuis, on a vu que chaque Japonais, même après la Deuxième Guerre mondiale qui a détruit le Japon, qui a détruit l'île Nippon, on a vu chaque Japonais travailler à construire une grande image et de soi et de son pays. Donc, ce qui fait que l'on soit en état d'assumer une responsabilité, ce n'est pas votre âge. La preuve, vous avez un gouvernement, prenez tous les gouvernements, y compris celui actuel, le moins méritant de tous, dans sa façon de gérer son ministère, ce n'est pas le plus jeune. Ce n'est pas le plus jeune, ce n'est sûrement pas le plus jeune. Ce n'est probablement pas le plus jeune. Cela veut simplement dire que ce qui compte, ce n'est pas que tous les jeunes du Bénin, ce qui compte, ce n'est pas que les jeunes se mettent dans un esprit, je suis d'accord là-dessus, de conflit de génération, mais que l'on est conscient de ce que tout le monde, au même âge, n'a pas la même idée du rapport au pouvoir, n'a pas la même idée du rapport à la gestion de la cité, mais qu'il y a quelques-uns dont la passion, dont le militantisme, dont le parcours, quand quelqu'un a fini de faire sa licence, son master à 20 ans, 21 ans, 22 ans, il est en mesure de devenir ministre de la République. Il est en mesure de devenir directeur général. Vous liez son parcours universitaire à l'expérience pour pouvoir assumer les charges. Mais deux choses. On parle de licence, de master. Oui, mais deux choses. Un, pour arriver à ce niveau de formation, il n'y a pas que de pouvoir assimiler du savoir et parfois de pouvoir travailler à passer d'année en année à avoir un diplôme. Et je n'ai pas dit que tous les jeunes qui arrivent à avoir 25 ans, qui arrivent à avoir 20 ans, 22 ans, devraient pouvoir devenir président, devraient pouvoir devenir ministre, député, très tôt. Mais je dis et j'insiste là-dessus, que dans cette génération de jeunes qui travaillent, qui bougent, il y a des gens qui, s'ils ne sont des génies précoces, ne parlons même pas de génie. Quand ils ont atteint ce niveau de formation, que même l'administration classe parmi les cadres de conception, c'est qu'ils sont en état de n'être plus des acteurs qui exécutent, mais des acteurs qui décident. Ça, ce n'est pas moi. C'est la loi en République du Bénin qui dit que cadre A, qu'il s'agit d'un cadre A3 ou du cadre A1 avec l'échelon le plus élevé, est en mesure, est en situation de n'être pas un cadre qui exécute, donc d'être un cadre qui décide, qui conçoit, qui décide. En conséquence de cela, je dis qu'il a une aptitude à être. Alors, se prévalant de ce qu'il ne le peut pas, parce qu'il a 25 ans, c'est s'attendre à ce que demain, parce que c'est ça qui est la vérité, c'est que demain il aura 40 ans. Et vous allez lui dire, quand tu avais 25 ans, on te disait que tu n'avais pas l'expérience. Quand tu avais 30 ans, on te disait ça. Quand tu avais 35 ans, on te disait ça. Et celui qui avait commencé, et d'ailleurs en règle générale, celui qui le dit, a eu l'occasion, lui en son temps, de commencer d'assumer des responsabilités, parfois pour l'emploi du temps, à 25 ans. C'est le cas pour la Mousso Bruno, c'est le cas pour les Tévo et c'est le cas pour les Adrien Moubeki. Et donc, ceux même qui le disent, et en règle générale, avaient eu la possibilité de faire des expériences à des âges plutôt précoces. Mais le pire en cela, c'est que ils ont parfois
l'âge de votre grand-père, et il se trouve que, comme par fatalité, l'homme n'est pas un être infini. L'homme est un être fini par définition. Il naît, il grandit, il vit. Et puis un jour, il croupit sous le poids de l'âge et il part. C'est parce que pour la République, l'expérience qu'il a acquise est essentielle. Et c'est parce que cette expérience, il ne peut pas la léguer après sa mort, mais que c'est de son vivant qu'il faut la léguer et conseiller et encadrer les jeunes qui font leur propre expérience, leur propre chemin, qu'il y a nécessité pour les aînés. Non pas seulement non même pas de se mettre en conflit avec les jeunes qui, dans notre pays, décident d'accéder eux aussi à des fonctions publiques, mais de les y encourager, voilà, de leur donner la main et puis de les encadrer. Pour qu'aucun jeune béninois, s'il s'engage et s'il est intéressé par la vie publique, n'atteigne pas l'âge de 40 ans en pensant qu'il n'a fait qu'accomplir une condition ou qu'il n'a fait qu'atteindre une condition d'âge. Mais qu'aussi, il aura réuni les expériences nécessaires, il aura eu le réseau qu'il faut, les relations qu'il faut, le connaissance pour que s'il ne lui arrivait peut-être pas de devenir président de la République, ce serait faux de ne pas le vouloir, ou alors simplement de n'avoir peut-être pas, au-delà de tout, et porter un discours qui encadre, disons, qui appelle l'adhésion de la plupart de ses compatriotes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une soif de pouvoir. La soif de pouvoir, c'est du côté de ceux qui, depuis 45 ans, assument des fonctions, ont été ministres il y a 45 ans, ont été députés il y a 40 ans, ont été directeurs généraux il y a 50 ans, qui sont encore présents, et qui sont en lice, et qui seront encore candidats contre le fils, et qui battent en campagne contre le fils. Dans quelques mois. Alphonse Moïse Soudé, quand vous écoutez Constantin Amoussou, je l'avoue, je finis donc par l'avouer, il est encore plein d'énergie, le ministre l'a dit, ça n'a pas raté. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la guerre entre les générations, on pourra l'éviter? Il ne devrait pas y avoir guerre. J'estime qu'il y a un postulat. L'accumulation de diplômes n'est pas un gage de maturité. L'accumulation de diplômes n'est pas un gage de maturité. Et je dis, si vous voulez, si vous n'avez jamais été responsable de classe, c'est le minimum. Parce qu'on ne s'improvise pas. Les aînés qui sont là ne sont pas prêts à vous céder la place. Mais vous devez arracher. Vous devez arracher parce que on parle d'expérience. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas une école pour vous donner l'expérience. Et ceux qui sont là, dans combien de partis politiques au Bénin nous avons des écoles? Combien de fois a-t-on réuni les jeunes pour dire, nous allons leur donner la formation? Ne serait-ce que la prise de parole en public. Ne serait-ce que comment diriger une réunion, comment diriger un groupe. Dans les partis, on ne forme pas. On utilise les jeunes comme des marche-pieds pour assouvir ses intérêts. Je dis, pour moi, un jeune qui aspire à être responsable doit d'abord se former intellectuellement, doit d'abord se former socialement. C'est-à-dire qu'il faut côtoyer les hommes d'expérience. Il faut côtoyer des gens qui ont un certain âge. Parce que quand vous retrouvez certains jeunes, je suis parallèlement au journalisme, je suis dans le monde de l'enseignant, de l'enseignement, je sais ce que je dis. Il y a des gens qui, à 22 ans, 23 ans, 25 ans, sont encore des adolescents, qui ne savent pas qu'il faut prendre des responsabilités. Dans les partis, il faut arracher les postes de responsabilité. Les jeunes se liguent contre les jeunes pour voter pour les vieux dans les partis, à cause du pécule. Quand on veut choisir les responsables, vous constatez parfois que les jeunes sont en majorité, mais au finish, vous vous rendez compte que ce sont les aînés qui ont occupé les postes de responsabilité. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Ça veut dire quoi? Au niveau des jeunes, il faut qu'il y ait d'abord entente, il faut qu'il y ait complémentarité. Si moi, je n'ai pas les aptitudes d'occuper un poste de responsabilité, et que Constantin a les aptitudes, je peux porter mon soutien à Constantin pour lui permettre d'occuper ce poste. Mais je ne peux pas tabler sur nos différences, sur les problèmes qui nous opposent pour constituer pour lui un handicap et aller du côté de l'aîné. C'est ce qui se passe. Donc il faudrait que les jeunes, se forment intellectuellement, côtoient les personnes d'un certain âge pour avoir l'expérience et se lever un jour et organiser au sein des partis la révolution. La révolution. Parce que les aînés vous opposent l'argent. Vous savez, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, on a dit, pour être candidat sur la liste, il faut 3 millions. Vous aurez un jeune
peut-être qui a la carrure, qui a le niveau intellectuel, qui a le punch, qui a le statut qu'il faut, mais qui n'a pas 3 millions. Qui n'a pas 3 millions pour aller s'inscrire sur une liste. Et pourtant, il peut assumer la responsabilité. Mais parce qu'il n'a pas 3 millions, c'est un handicap. Mais l'aîné n'est pas prêt à lui donner les 3 millions pour travailler. Donc, il n'y a que entre jeunes, les jeunes devraient s'associer pour dire, si on ne se lève pas pour arracher, il y a des gens qui vont peut-être faire bientôt 5 mandats à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas prêts. Ils en fait 7. Qui ne sont pas prêts pour partir. Non, est-ce qu'il y en a qui ont fait 7? C'est quoi, fait 6? Je parle de 5, de 4, 5. Ah, Non, il y a au moins 6. Ok. Donc, à partir de 2, vous devez commencer par former dans les partis les jeunes. Quand vous êtes député dans votre parti, vous avez des jeunes intellectuels. Vous avez des jeunes qui ont fait le droit, vous avez des jeunes qui ont fait la sociologie. Pour les mettre au travail, quand vous avez des lois, demandez à ces jeunes-là de vous aider à étudier les lois. Parce qu'il y a des députés qui ne sont pas instruits, mais qui ont dans leur parti des jeunes instruits. Pourquoi ne pas dire, Constantin Tantampion, venez travailler avec moi dans mon cabinet. D'accord. Mais vous ne verrez pas ça. Alors, Gustave Despossonon, nous allons toucher cette fois-ci le nerf du débat. Au sein donc du parti Bloc républicain, puisque c'est à ce titre que je vous ai invité, c'est quoi la politique par rapport à la jeunesse au sein de cette formation politique-là? Non, vous avez constaté que nous avons fait le même diagnostic pratiquement. C'est-à-dire le diagnostic, ça ne varie pas d'un individu à un autre. Et c'est le même phénomène qui se passe au niveau des femmes, où on a tendance à dire il faut la parité, etc. Et généralement, les femmes sont plus nombreuses, mais combien de candidatures féminines sont soutenues par les femmes? Donc c'est le même problème qui se pose au niveau de la jeunesse. Et j'ai eu à dire tout à l'heure que, bon, en rejoignant un peu mes amis qui sont en face, l'expérience n'est pas dans l'âge. L'expérience est dans le nombre d'épreuves que vous avez eu à traverser dans votre vie. Parce que vous ne pouvez avoir de l'expérience que lorsque vous avez vécu des situations données. C'est pour ça que Moïse disait qu'il faut vivre aussi auprès des jeunes, auprès des aînés pour acquérir certaines expériences. Et dans le développement de Constantin, il a eu à dire, si vous n'avez pas été chef d'arrondissement, chef de village, conseiller, etc., tout ça. C'est vrai, aujourd'hui on a tendance, ce n'est pas qu'on a tendance, c'est l'image que la jeunesse projette. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un conflit générationnel qui est totalement ouvert. Alors, est-ce que vous assumez le groupe de mots soif du pouvoir? Est-ce que vous assumez ça? Non, c'est visiblement le spectacle auquel s'offre la jeunesse aujourd'hui. On ne peut pas ne pas dire que la jeunesse a soif de pouvoir. Donc, pourquoi plutôt soif de pouvoir que soif de servir? Bon, ça c'est juste un jeu de mots. Hein. Non, puisque le pouvoir c'est la conception. Oui, le pouvoir c'est servir. Ah oui, mais en fait, entre la volonté de servir et la volonté de pouvoir, il y a une différence. On va peut-être pas interroger la philosophie politique, parler de Zarathustra, la volonté de puissance. Je suis ça, c'est ça la volonté de pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Vous avez vu l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, le japonais. Et c'est une royauté. Bien sûr. Et c'est un peu ce que je faisais. L'Almédie. Oui, l'allusion avec notre royauté à Abomey. Déjà, c'est qu'à l'âge de 6 ans, il vivait intimement déjà auprès de son papa. Et à partir de 6 ans... Il est dans l'ombre du pouvoir. Il est dans l'ombre du pouvoir. Et il savait déjà comment les décisions se prenaient. Et j'ai dit tout à l'heure que la jeunesse, en plus de la vigueur, la force, l'ambition, ça il faut le reconnaître parce que lorsque vous prenez l'âge, vous n'avez véritablement plus l'ambition. Alors, vous posez le diagnostic, M. Gustave Despossonon. Par rapport à votre parti, Bloc républicain, alors, quelle politique interne vous définissez pour que les jeunes aujourd'hui, parce que quand je jette un coup d'œil dans les objectifs directeurs, vous parlez de 30% de jeunes, 30% de femmes et tout, qu'en est-il réellement? Oui, exactement. Dans le statut, c'est ce qui est prévu, mais n'oubliez pas que par rapport à ces élections, c'est une phase de transition où véritablement les choses ne pourront pas se respecter comme ça. Donc il faut encore sacrifier une fois les choses. Ce n'est pas affaire de sacrifier. C'est affaire de quoi? Nous avons dit tout à l'heure que, ou du moins je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas absolument chercher à rajeunir la classe politique pour rajeunir. Mais je suis pour le renouvellement de la classe politique. Il y a encore des aînés dont on a besoin encore de l'expérience. S'il y a des jeunes
qui, de par l'expérience, de par la culture, c'est ce qu'il faut. Vous avez, parmi ces jeunes qui se réclament, j'ai dit tout à l'heure dans le couloir avant qu'on ne commence les émissions, il y a des jeunes visiblement, lorsque vous les voyez sur une liste donnée, vous n'avez même pas besoin de savoir si cette liste est de l'opposition ou de la mouvance avant rapidement de porter votre choix sur ces jeunes-là. Parce que vous sentez en eux qu'ils ont de l'expérience. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Socialement irréprochables. Ils sont convaincants. Et ça, les aînés même savent qu'on en a besoin. Et les aînés savent que les gens de cet acabit-là, on en a besoin même pour pouvoir pousser. Vous en dénombrez combien actuellement? Est-ce que c'est la forte majorité ou bien ils sont en minorité? Une minorité, c'est qu'on pouvait compter. Ça, c'est sincère, de part et d'autre, que de la mouvance de l'opposition. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, ceux qui sont plus actifs sur l'espace politique sont plus ou moins pressés, ils ne sont pas encore formés. Ils ne sont pas encore préparés pour prendre le pouvoir. Non, si tu le dis comme ça, on rit de dire, parce que j'ai des amis qui sont très actifs et dont j'ai vraiment de l'estime pour eux. Ils sont très actifs, et ça là, j'ai de l'estime. Je suis convaincu que si vous faites un sondage d'opinion, on vous dira, nous ne veut même pas savoir, ils sont sur quelle liste ou ceci. S'ils sont dans une localité donnée et que vous êtes dans la localité, vous avez bien envie de porter votre choix sur eux. Il n'y a pas... Est-ce que vous sacrifiez la jeunesse vous sacrifiez la jeunesse au sein du parti Bloc républicain cette fois-ci, puisqu'il y a des jeunes également de la mouvance qui réclament le pouvoir. J'ai dit une chose au niveau du parti républicain. Une chance leur est donnée de s'engager pour pouvoir travailler et véritablement s'imposer. Mais pas cette année. Mais pas cette année. Non, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Mais c'est que déjà, quand vous rentrez dans des circonscriptions données, même au sein de cette jeunesse-là, les mêmes guerres de conflits, ça ne va même pas être conflit de génération, c'est conflit intergénération. Un problème de leadership. Un problème de leadership. C'est ça qui va les détruire, malheureusement. Et qui alimente ces conflits-là généralement, puisque Moïse Alphonse, parfois, devant l'agent, on préfère quand même voter pour l'aîné. Non, excusez, mais le vieux. Je suis entièrement d'accord, c'est tout un ensemble. Justement, si vous regardez bien, vous allez voir que les positionnements sont liés, je ne dis pas les positionnements, c'est-à-dire les regroupements ont été orientés un peu dans ce sens. Orientés dans ce sens. C'est un peu ce que je disais aussi aux amis de la 24e. J'ai dit, mais nous avons des aînés où, pendant plus de 20 ans, il y a des jeunes qui courent derrière ces aînés-là et qui sont toujours porteurs sur la, c'est-à-dire où les aînés servent d'échelle et ces aînés ne veulent pas céder. Justement, c'est ce qui a fait que les gens se sont basculés d'un côté et d'un autre. Mais en même temps, je dis le conflit. On a deux conflits entre la jeune génération, la vieille génération et maintenant à l'intérieur de la jeune. Donc il y a le conflit inter, le conflit intra. Et je dis aujourd'hui, avec la charte des partis politiques, la nouvelle charte, avec le code électoral, nous allons traverser pour cette période de 2019 une période de transition. Et je crois, juste après les élections, véritablement les partis, si vraiment ces partis veulent s'imposer à l'avenir, vont démarrer la formation. Moi, j'ai démarré, quand j'étais élève, j'avais commencé par militer dans le Parti communiste du Bénin. Et ça, c'est tout une fois par semaine qu'on recevait une formation sur comment il faut prendre la parole en public. Et vous êtes tout tenu, quand vous venez à la réunion, il n'y a pas à dire que je passe. La parole, c'est-à-dire que quand vous venez à cette réunion, la parole se prend pas tout de rôle. C'est-à-dire que c'est une obligation, même si vous êtes timide ou pas, vous devez être en mesure de dire un mot. Vous comprenez que ça vous forme. Mais aujourd'hui, nous avons... ces pratiques pratiquement ont disparu de toutes les formations politiques. Bon, aujourd'hui que nous tendons vers ces grands regroupements, nous espérons que les différentes formations, parce qu'on a senti que il y a les formations politiques qui ont créé des écoles, encore que la façon dont ces écoles sont créées, bon, c'est point d'interrogation. Mais, comme je le dis, il faut véritable formation pour pouvoir
passer la main à la jeunesse. Alors, c'est vrai que le pouvoir s'arrache, mais si c'est de cette façon, oui. je ne crois pas. Avant de retourner vers Constantin Amoussou, je me garde donc de sortir donc son nom, un actuel député à l'Assemblée qui a 112 ans et qui disait à une occasion solennelle que l'avenir politique du Bénin, c'est encore eux. Est-ce que vous classez parmi l'avenir du Bénin bien derrière déjà? Est-ce que vous êtes déjà parmi les jeunes, bien parmi les vieux? Non, vous me donnez quel âge vous voulez dire ça? Non, mais je vous pose la question. Je viens d'aborder les 50 ans, donc je suis vous êtes toujours jeune. Je dis que la jeunesse est un état d'esprit. Oui. Est-ce que vous êtes prêt au niveau du bloc républicain à céder véritablement la place aux jeunes de la mouvance? Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, rangeons cette histoire de guerre, de leadership, et véritablement, on s'assoit pour faire des analyses qui peuvent véritablement porter les idéaux de notre région, de notre parti. Point. Si c'est-à-dire que si nous qui sommes ici, nous étions du même parti, et que je suis convaincu que c'est Constantin, je me rends derrière lui. Pas question de dire que si ça c'est nécessairement la personne de Sono Christa. Malheureusement, c'est ça que je ne doute pas au sein des différentes formations politiques dont... Et là, vous jetez la pierre à la fois à la mouvance et à l'opposition. Mais vous voyez comment ça se passe, non? Vous voyez quand même. Alors, Constantin Amoussou, au niveau de l'USL, le parti réclame ce ventre d'une certaine virginité politique, également surfe sur cette jeunesse-là. C'est quoi la politique exactement au sein de ce parti politique-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez qu'avant de venir sur l'USL, je fasse une petite observation sur la politique du bloc républicain? Très très rapidement. Ouais. Je voudrais observer que les députés qui sont les membres fondateurs et les responsables au premier chef pour la plupart du bloc républicain ont voté toutes les lois qui pénalisent les jeunes. Et c'est curieux qu'après avoir voté toutes les lois, y compris le code électoral qui a porté la caution à 3 millions pour aller aux élections, y compris les lois qui ont précarisé l'emploi, histoire à dire qu'eux, ils veulent faire la promotion de la jeunesse, ça fait plutôt marrer. Le ministre des Postes, son nom n'était pas à l'Assemblée nationale, mais je considère que de sa position, il doit avoir un pincement. Comme dirait l'autre, ils ont voté ces lois avec pincement au cœur, mais enfin, on doit imaginer que derrière, ils avaient des intérêts. Donc, globalement, je veux bien que les jeunes ne se laissent pas distraire par la politique de ceux qui disent et nous voulons 30% de jeunes, 30% de femmes. Et après, pour que les jeunes accourent vers leur parti politique, on leur presse même la main pour qu'ils aillent se faire enregistrer. Et après, ils se rendent compte au dépôt des dossiers qu'aucun jeune, ou en tout cas que trop peu de jeunes figuraient sur la liste. D'ailleurs, le chef de l'État donnait le ton en indiquant que c'était une phase de transition et que les jeunes seraient très nombreux à être positionnés en 2023. Donc, que les jeunes soient situés. Cela dit, je viens à l'USL. Deux choses. La première, regardez l'Union sociale libérale, regardez les figures qui l'animent. Nous ne sommes pas dans l'esprit d'un conflit de génération. Vous verrez quelques acteurs politiques de premier plan. Je vais parler par exemple du deuxième délégué général, M. Basile Akhossi. Mais vous verrez aussi des jeunes tels que Donclama Balo. Vous verrez des jeunes tels que Géraldo Gomez. Vous verrez des figures, de nombreuses figures de jeunes. Mais ça, c'est d'abord et c'est simplement au niveau du bureau. Mais lorsque vous voyez le mouvement, lorsque vous voyez tous les jeunes partout, aujourd'hui même à Abeba Ranessi, dit le révolutionnaire, et ces jeunes du campus on se sont ralliés à l'Union sociale libérale. Un peu avant, le PLP de Léon Songbadi s'est rallié, contrairement aux attentes de la plupart des gens, à l'Union sociale libérale. C'est parce que tout le monde a perçu que ce parti se fait le devoir de faire de la jeunesse son cheval de bataille. Et cela a été l'un des points de désaccord en réalité au sein de l'opposition sur les raisons qui ont fait peut-être exploser l'idée que nous avions laissé germer depuis longtemps de la liste unifiée de l'opposition. La volonté pour l'Union sociale libérale de se faire porteuse de ce renouvellement, de ce rajeunissement de la classe politique en proposant des figures jeunes qu'elle jugeait capables à des positions d'éligibilité. Et donc, la jeunesse, c'est même le ferment. C'est le ferment de l'USL parce que l'USL ne s'est pas constitué en regardant en arrière. Nous le considérons, nous prenons acte de ce que vaut le président Sébastien Adiavon, qui lui-même d'ailleurs est de la même génération que le ministre Sono. Donc, mais nous prenons, oui, c'est-à-dire à cet effet, pour être président de la République, on peut dire un président jeune, mais je veux dire que pour être, sur d'autres considérations, on pourrait considérer.
disons, il a dépassé, disons, l'étape de la fine jeunesse que l'on s'attend voir au Parlement aujourd'hui. Et de toute façon, ce n'est pas son combat. Il a mené de nobles combats sur lesquels je viendrai tout à l'heure pour dire que ce n'est pas que le parti, même qu'avant le parti lui-même, M. Sébastien Adjavon incarnait par lui la volonté de travailler, de servir de la jeunesse. Et donc revenir à l'USL pour dire que ce que nous avons l'ambition de faire, c'est de porter des jeunes dans toutes les conditions de notre pays en position de se faire élire et constituer le ferment qui va, disons, construire le Bénin de demain. Constantin Amoussou, est-ce que justement, vous m'excusez, je vais vous redonner la parole, est-ce que justement ce n'est pas cet amour fou de l'USL, cet attachement de l'USL à la jeunesse, à la fine jeunesse dont vous parlez, qui est perçu par le bloc républicain, par vous et d'autres partenaires comme le piège. Parce que là, encore une fois, ça pose le problème de rajeunissement, vous m'excusez, sauvage de la classe politique. Rajeunissement sauvage, interrogeons. Nous pouvons, la jeunesse et puis les figures de jeunes que l'on voit au sein de l'USL sont des figures assez connues, d'ailleurs pour la plupart des figures particulièrement médiatiques. Et donc s'il y en avait un qui puisse vous faire penser que, disons, leur voix en position d'élu de la République, ce serait porté de façon sauvage un jeune, vous pourrez me donner deux noms. Parce que j'ai insisté sur une chose. L'Union sociale libérale n'a pas vocation à faire la promotion de la jeunesse pour la jeunesse. Mais elle entend donner la chance à tous les jeunes qui sont capables, qui se sont donné l'expérience, qui sont dévoués et qui ont l'ambition de travailler pour que le Bénin change de visage. C'est pourquoi je dis que l'Union sociale libérale, ce n'est pas que M. Sébastien Adjavon, c'est lui, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers, des milliers de jeunes à travers tout le Bénin qui travaillent et qui veulent donner corps à cette grande vision du Bénin que porte le président Sébastien Adjavon lui-même. Et la raison pour laquelle l'on peut penser, que l'on doit penser que le président Sébastien Adjavon, président d'honneur de l'Union sociale libérale, porte la vision, une grande vision pour notre pays et pour la jeunesse, c'est parce que lui-même dans son parcours a été un grand rêveur, un briseur de mythes. Parce que son histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui, à 24 ans, à l'âge où à peine les jeunes dans notre pays et en Afrique en général savaient pouvoir entreprendre des défis et ne songent qu'à déposer un dossier et chercher à avoir un emploi. Lui en avait un au sein de la famille, était peut-être même promis à un héritage familial recherché, ambitionné par d'autres. Mais c'est à cet âge-là qu'il a décidé d'aller à la conquête de son propre destin, en quittant l'entreprise familiale, en se faisant apprenti couturier, en devenant couturier, en devenant ensuite vendeur de fagots de bois à travers les ménages, en devenant vendeur de blé, de farine de blé, de farine de maïs, vendeur de céréales de ménage en ménage. C'est comme cela et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à faire le tour des pays d'Afrique pour, de façon à comparer les avantages d'un produit à l'autre en termes de prix, vendre ici ce qui est moins cher là-bas, racheter ce qui est moins cher ici, le vendre. Et c'est en construisant son chemin comme cela que progressivement, il est devenu l'homme que l'on a vu qu'il était devenu. Il n'était pas devenu milliardaire du jour au lendemain. C'est donc quelqu'un qui sait que quand on est jeune, il faut entreprendre. C'est pourquoi lui, plus que les autres, peut croire à la jeunesse. C'est pourquoi lui, même dans ses affaires habituellement, s'est fait entourer de jeunes. Et c'est pourquoi il a voulu construire ce parti politique. Non pas en se regardant, non pas en projetant même le temps de vie que lui pourrait avoir. Parce que lorsque vous regardez même les sociétés qu'il a bâties, ce n'est pas des sociétés qui vont vivre pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans. Il a bâti des empires pour la postérité. C'est un capitaine d'industrie. Et ce n'est pas une personne qui calcule sur de petites générations. Donc, le Parti social libéral, qui rentre dans la perspective, dans la vision du président Sébastien Adjavon, de voir le Bénin rêver grand, de construire de grandes choses en faisant confiance à des jeunes, en construisant sur une génération qui a du savoir-faire, qui est engagée, qui milite, donne la possibilité aux jeunes de faire leur propre expérience, quitte à essuyer des critiques de la part de ses partenaires qui lui reportent de ne pas avoir de grandes figures d'opposition dans ses rangs. Constantin Amoussou, vous me répondez à cette question. Oui, dites-moi. Est-ce que pour les prochaines élections, vous pouvez nous parler donc des statistiques en termes de positionnement envisagé? Combien de jeunes? Parce que le ministre d'État, Gustave Desposes, nous parlait de savant dosage. Alors,
combien de jeunes sont potentiellement à mettre sur la liste et combien de vieux pratiquement. Non, bon d'abord... Ça permettra aux jeunes qui vous suivent actuellement de savoir que effectivement le parti est résolument tourné vers la jeunesse. J'ai dit une chose sur laquelle je vais insister. Chaque jeune qui vient au parti, l'Union sociale libérale, qui vient pour militer, qui vient pour travailler, qui vient pour travailler à construire le Bénin, le grand Bénin dont nous voulons, à sa place. Bien entendu, s'il y vient, et s'il vient le jour des élections, la veille des élections, parce qu'il a l'ambition d'emprunter l'Union sociale libérale comme disons, un véhicule pour se retrouver à l'Assemblée nationale et à sauver une fin, une ambition personnelle, il n'est pas dans la vision de l'Union sociale libérale. Donc l'Union sociale libérale apprécie chaque jeune qui vient, qui travaille. Et tous les jeunes qui ont mérité, par leur vocation, par leur engagement, par leur capacité de mobilisation et parfois par leur esprit, disons, leur apport à la construction, au cheminement du parti, sont en état d'espérer. Mais ce n'est pas en termes de chiffres. C'est peut-être, oui, on fera le point des chiffres lorsque les listes auront été déposées et chaque parti viendra faire valoir. Parce qu'à la fin, l'électeur là, il nous attend. Le bloc républicain, quand il a dit qu'il allait promettre, qu'il allait positionner 30% de jeunes, 30% de femmes, les jeunes sont là, ils ont entendu. Et puis ils vont voir. Après, ils vont regarder la liste. Et ils verront là où ces jeunes sont. L'Union sociale libérale dit... Oui, donc l'Union sociale libérale... Oui, non, l'Union sociale libérale dit, oui, que principalement, elle fera une politique de proposition et de promotion des jeunes. Les jeunes sont là, ils verront lorsque les listes auront été déposées et ils évalueront en toute souveraineté laquelle des listes paraît le mieux tenir compte de leurs aspirations. C'est pareil pour les femmes. Alors, on vous accuse également d'être instrumentalisé par des aînés, des politiciens d'une autre génération, et on vous utilise, et vous insultez des aînés sans gêne. Que répondez-vous à cela? Oui, merci. Les réseaux sociaux notamment également sont mis en contribution aussi. Vous savez, chacun vient dans un espace public avec son éducation. Le ministre Sonon en face de moi, c'est mon aîné de quelques bonnes années, plus d'une dizaine. Le langage que je l'ai vu tenir est un langage posé, respectueux, révérencieux vis-à-vis même de son jeune frère que je suis. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir manqué de respect à sa personne. Et en règle générale, sur les débats, oui, nous le faisons sans langue de bois, mais c'est vrai que nous aurions aimé avoir à faire, disons, à l'avenir, des débats non pas avec des gens qui ont 70 ans. Parce que moi, peut-être même le simple fait d'avoir à prendre la parole et de m'opposer à Maître Adrien Humbedi peut être perçu comme un manque de respect parce qu'on dirait qu'il a l'âge de mon père. Peut-être que le fait d'avoir à prendre la parole pour m'opposer à monsieur Amosso Bruno pourrait être perçu comme un manque de respect. C'est pourquoi il vaut mieux qu'il dégage et qu'il laisse la place à un jeune de ma génération. Avec qui? Parce que moi, avec Dimitri Adanko, mais nous voyons des jeunes effectivement qui s'illustrent dans les injures, notamment sur les réseaux sociaux et tout ça. Chacun vient dans l'espace public avec son éducation. Donc, mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui constater à Moussou, plus vous êtes jeune, je le sais, débordant d'énergie, on ne va pas encore le rappeler, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui plutôt appeler cette jeunesse-là à recadrer, à s'éloigner un peu de ses propos, vous m'excusez, orduriers vis-à-vis des aînés, parce qu'on peut s'adresser à un aîné et être en désaccord sur un point précis avec le langage pour toi. Bien sûr, je suis d'avis. Et toutes les fois que j'ai été en désaccord avec des aînés, c'est arrivé bien souvent, j'aime leur adresser des lettres ouvertes. Le langage, peut-être, on leur reprochait quelquefois de la grandiloquence. Ce n'est pas le sentiment que j'ai de toute façon. Mais après, je pense que chacun vient avec son éducation. Mais nous avons l'obligation, et nous le faisons tant que nous le pouvons, d'éduquer la jeunesse, de rappeler, oui, aux jeunes de notre génération. Ce travail, pour le rappeler, je ne suis pas là à ce titre. Le gouvernement des jeunes du Bénin, dont je suis le président, et dont j'ai envie de démissionner de la tête d'ici quelques semaines, j'en annonce la première ici, fait ce travail extrêmement. Voilà. Pour aller à d'autres fonctions. Oui, lesquelles par exemple? Nous sommes appelés par la République et nous sentons que le moment vient où nous allons passer la main des plus jeunes pour continuer le combat que nous avons fait pour l'émergence politique de la jeunesse. Certainement pour être positionné sur une liste de l'USL. C'est possible. Et de toute façon, oui, je suis candidat à la candidature et l'Union sociale libérale
me tend le bras comme elle le tend à beaucoup d'autres jeunes qui sont compétents, qui s'estiment capables d'apporter quelque chose au débat public dans notre pays. Finir donc là-dessus en disant que l'éducation est une question permanente. Vous le faites oui, à l'Union sociale libérale, ce que cette éducation... Oui, l'Union sociale libérale, voilà, je dois dire une chose. C'est vrai, l'Union sociale libérale est un parti, disons, vieux d'à peine 1 an. Au sein du parti, nous avons une école. Mais il faut oser dire qu'elle n'a pas encore commencé à bien fonctionner. À partir de ce moment, il sera prétentieux de dire que nous avons fait beaucoup en termes de formation et d'éducation de la jeunesse. Mais nous avons l'ambition de le faire. C'est pourquoi, dès sa création, et sans avoir attendu que la charte des partis politiques, la nouvelle, l'impose, le parti Union sociale libérale. Moi, je viens, par exemple, peut-être pour le rappeler, du Rassemblement Nouvelle Conscience, qui est un parti, enfin, qui est un mouvement né en même temps avec une école, dont j'étais l'un des encadreurs. Donc, je voudrais vous dire que ce que j'ai été capable d'avoir fait, et ce que j'ai appris à faire là-bas, avec, entre autres, Nassis Tormetti, nous allons le mettre, moi, en ce qui me concerne, et les autres, avec eux, au service des militants de notre parti et au-delà des citoyens de notre pays, parce que nous considérons que pour que notre pays se développe, il faut que, oui, un minimum de respect mutuel entre générations, au sein des générations, s'entretiennent, parce que c'est seulement dans ce genre d'ambiance que nous pourrons travailler et entretenir, disons, l'espoir de construire un pays plus fort, plus grand, plus ambitieux. Gustave Depossonon, pas de question pour vous. Vous avez écouté votre jeune frère. Vous m'excusez, Constantin Amoussou. Oui, bien sûr, c'est son jeune frère. Allez-y. Depuis une dizaine d'années. Donc... Oui, je l'ai écouté et comme je constate que l'émission a pour titre la jeunesse, il a monopolisé presque la parole. Et tout à l'heure, la question... C'est un manque de respect. Non, tout à l'heure, la question à laquelle il devrait répondre, c'est comme si c'est par rapport à sa personne que j'avais soulevé le problème. Non. Et je suis convaincu qu'en posant la question, c'est parce que vous le voyez à travers la jeunesse, en disant que sur les réseaux sociaux, la jeunesse manque de respect de façon générale aux aînés. Et ça, il ne peut pas me le démentir. Et en le disant, ce n'est pas par rapport à lui. On a même du plaisir à l'écouter dans ses arguments, même si parfois il est virulent. Et lui-même le dit. Mais on a du plaisir à l'écouter parce qu'on sait qu'il y a des vérités. Et ça fait partie de l'une de classes de jeunesse dont je parle. Mais je voudrais aussi rectifier une chose. Ce n'est pas parce qu'on a commis une faute, ce n'est pas parce qu'on a fait telle chose qu'il ne faut pas penser à demain. Les lois sont votées, certes. C'est une erreur de croire et de toujours dire que ces lois sont votées par le Parlement. Lorsque la révision de la Constitution a été rejetée par une minorité, c'est le Parlement du Bénin qui a rejeté. Désormais, ces différentes lois ont été votées par la 7e mandature. C'est inutile d'indexer Paul ou Pierre, etc. Non, je sais que nous sommes dans une période où il faut faire de la communication politique. Deuxième chose, parce que sur cette question, vous avez fait suffisamment l'apologie du président d'honneur de l'ISL. Donc, par rapport à la question de la jeunesse, je crois que entre le président Talon également, c'est pratiquement les mêmes postures. Et mieux, vous avez constaté qu'au présidentiel de 2016, vous faites partie des jeunes qui l'ont porté au pouvoir. Et la plupart de la vieille classe politique se sont rangés derrière la continuité. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait à peine 10 députés. Bien sûr. Donc c'est pour dire que le parallélisme que vous avez eu à faire par rapport, pour dire que la plupart des leaders du bloc républicain, ce sont eux qui ont voté des lois qui défavorisent la jeunesse, ne peut pas revenir maintenant nous promettre pour dire ils ne seront pas là éternellement. C'est pourquoi je dis que 2019, ça va être une transition et que mon souhait, c'est que tout en pensant au rajeunissement de la classe politique, qu'on puisse savoir qu'il faut plutôt un renouvellement pour que véritablement ce soit des jeunes qui méritent. Et j'ai eu à dire en plus que les jeunes qui ont occupé de postes de responsabilité, qui ont mieux réussi, vous allez constater que si vous fouillez leur CV, vous allez constater que c'est des jeunes qui, de par le passé, ont été tout au moins responsables de classe, ou responsables d'amphi,
ou responsable d'une manière ou d'une autre d'une organisation, ça peut être syndicale, etc. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. En politique. Non, partout. Et comme on l'a dit, l'expérience, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié simplement aux différentes épreuves que vous avez traversées dans votre vie. Et c'est de cette manière qu'il faut construire. Bien entendu, il faut de la culture. Et mon souhait, c'est que les différentes formations politiques se sont engagées dans ce sens. Mon souhait, c'est que les jeunes travaillent. Et même chez nous aussi, au niveau du bloc républicain, tu ne m'as pas dit parce que tu es jeune qu'on te positionne. Nous faisons le même combat pour les femmes. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu vas dire je suis femme, donc je dois être tête. Il faut que, de par ton militantisme, et je dis 2019 jusqu'en 2023, ça va être un combat. Et mon souhait, c'est que s'instaure véritablement la démocratie à la base au niveau des différentes formations politiques. De toutes les façons, c'est le combat que moi j'entends mener dans le parti Bloc républicain. Ouais. Alphonse Moïse Soudé. Oui, si les jeunes, à l'instar de Constantin Amonsou, veulent que les aînés dégagent, qu'ils se mobilisent pour payer chacun ses 3 millions. Qu'ils n'aillent pas tendre la main aux aînés pour prendre les 3 millions. Comment pensez-vous payer? Parce que s'ils veulent que les aînés dégagent, s'ils veulent qu'on renouvelle à 100% la classe politique, qu'ils mettent la main dans leur propre poche pour payer les 3 millions. Parce que si vous allez voir ces aînés-là pour leur réclamer les 3 millions, ils ne vont pas vous les donner. Parce que vous voulez qu'ils dégagent. En une minute, Oui, Constantin, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Vous payez les 3 millions comment? Et les autres jeunes, certainement. Bon, deux choses. C'est une question plutôt pertinente. Et dans l'esprit que je conçois de la politique, l'argent ne peut pas être un facteur discriminatoire. Il reste qu'à titre personnel, j'ai une activité par laquelle je vis et par laquelle je fais face. Et que ce soit pour le quitus fiscal et toutes les autres charges, jusqu'à la caution, mais personne n'attend, en tout cas pas moi, et non pas davantage au sein du parti, parce que ce sera le parti d'un milliardaire, que c'est lui qui paiera pour quiconque. Donc chaque candidat, y compris celles qui vont être des suppléants, non pas les suppléants, qui vont être les 4e ou les queues de liste, entend de comprendre. Chacun va payer. Chacun paie sa caution. En revanche, l'idéal pour lequel j'avais travaillé en faisant le tour du Bénin, c'est que nous ayons une dynamique telle que les jeunes, que les citoyens cotisent. Merci à vous, Constantin Amoussou, représentant de l'USL dans ce studio. Merci également à vous, Gustave Depo-Sono, ancien ministre d'État Soubouni Yahi, actuellement membre fondateur du Parti Bloc républicain. Merci également à vous, Alphonse Moïse Soudé, un collègue de la rédaction de Soleil FM. L'intégrale s'en est définitivement finie. On se retrouve encore demain.